Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel update lecture assez conséquent, je dois dire. On n'a pas chômé ce mois-ci. Non. Comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, maintenant on va chapitrer, on va commencer par vous parler des mangas, ensuite des bandes dessinées, romans graphiques, pour finir par les romans. C'est parti? C'est parti! Prenez un petit thé, un petit café, une petite bière peut-être. Et puis ça va vous aider à tenir jusqu'au bout de la vidéo. Ça va être long. Alors je commence par mes suites de séries. Celle-ci vous avez l'habitude de la voir tous les mois, elle est là. Mais bientôt elle n'y sera plus puisque ça y est, je suis à jour. Tome 17 et 18 de Radiante. J'adore l'arc dans lequel on est actuellement. Il y a de la baston, il y a des révélations sur des personnages que j'adore, en particulier son spoil sur Grimm. Donc il me tarde d'avoir le tome 19 qui sort en août. Et il y a également le petit spin-off Chronicles, je crois que ça s'appelle. On mettra une petite image. Je savais pas. Qui, oui, d'ailleurs il sort là où on tourne, il sort vendredi. Voilà, le 31 il me semble. Et je pense que je vais tellement manquer. Je vais me lancer dans ce petit spin-off aussi. Ensuite, pareil, les deux petits tomes de Frieren que j'ai repris récemment. Tome 10 et 11. Je trouve que Frieren, c'est vraiment de mieux en mieux. On a enfin des vrais beaux gros combats, ce qui manquait un peu dans les premiers tomes. Et on a même un combat en particulier avec un antagoniste que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai trouvé ça hyper prenant et j'adore Frieren, j'adore son personnage, j'adore ses deux acolytes et tout l'univers qui gravite autour. Donc si vous aimez ou pas, comme moi, normalement l'heroic fantasy, je pense que c'est une très bonne entrée en matière. C'est doux, il y a des très bonnes valeurs, une question autour de la notion du temps également et je trouve les dessins Très super jolis. Donc franchement, ça a tout pour... passer de beaux moments, cette petite série Frieren. Ce mois-ci, la série que j'ai préféré continuer en tout cas, étonnamment, qui est remontée un peu dans mon estime, c'est Bakuman, notre duo de jeunes mangaka, en tout cas qui veulent devenir mangaka. Avec ce tome 10 et ce tome 11, là je sens que... En fait, ce qui est fascinant, c'est que là, dans la série, on a vraiment l'impression, on a conscience que nos deux héros, ils ont vraiment progressé. Au fil de leurs nombreux essais de séries de mangas, d'histoires. Là, ils arrivent vraiment à un truc où vraiment c'est bien ficelé et même nous, lecteurs qui les voyons construire cette nouvelle histoire, ça nous donne encore plus envie. Là, ils étaient sur quand même un très gros risque. En tout cas, ils ont pris un très gros risque pour leur nouvelle série de mangas. C'est toujours aussi passionnant de voir les coulisses. Et puis, la maison d'édition, en tout cas... la Shueisha a dû faire un petit vote qui était quand même assez à suspense, donc c'était très intéressant. Et ça m'a, en tout cas pour une fois, ces deux tomes qui sont toujours très longs à lire, et c'était dans mon impression plus digeste et c'est passé vraiment tout seul, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Alors c'était, je dis bien c'était, un de mes objectifs de cette année, lire et potentiellement rattraper le retard de parution que j'avais sur les carnets de l'apothicaire. Malheureusement, je m'arrêterai au tome 5, donc j'ai lu du tome 1 au tome 5. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que je m'attendais à autre chose. Je n'avais pas forcément conscience, après c'est peut-être de ma faute, mais je n'avais pas conscience que c'était uniquement des petites missions et qu'il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans l'histoire, ou alors je l'ai vraiment pas compris, mais ça m'étonnerait vraiment parce qu'au bout de 5 tomes, je m'en serais rendu compte quand même qu'il y avait un fil conducteur. Donc ça m'a gênée parce que je trouvais que ça allait trop vite. On lui donne une mission en littéralement une page, elle nous explique que c'est ça, c'est bon, merci, au revoir, et tout le reste c'est du flan. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai trouvé en plus que le personnage de Jinchi, mais lâche-la, elle a 17 ans. Vraiment, moi ça m'a... Ah ça... Le pitch de base, c'est une jeune apothicaire Mao Mao qui s'est fait kidnapper littéralement et qui se retrouve à la cour intérieure. Vu qu'elle a des facilités en tant qu'apothicaire, elle peut facilement guérir ou trouver la cause d'empoisonnement
et détecter les poisons dans certains plats. Donc elle est là pour goûter ou justement pour dire aux autres de ne pas goûter, et elle a une forte tolérance au poison, étant donné qu'elle en a goûté des centaines et des centaines, elle peut le supporter. Ce qui n'est pas le cas des autres. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc où elle essaie de s'échapper de la cour intérieure. En fait elle est vendue à droite à gauche, elle revient toujours au même endroit. Ça a l'air de lui convenir, hein, mais moi ça me convient pas. Donc malheureusement c'est une série qui va pas rester ouais. Je suis déçue parce que pourtant les dessins sont très beaux, l'ambiance et tout, mais ça va trop vite et il n'y a pas de fil conducteur et moi ça me convient pas. Donc malheureusement c'est un échec pour cet objectif de l'année. Heureusement j'en ai d'autres, mais celui-là ouais, je suis vraiment déçue pour le coup. Je vais quand même y jeter un petit coup d'œil parce que moi ça m'intrigue et j'ai bien envie de me faire mon propre avis, parce que c'est vrai que je pense que c'est aussi parce qu'on l'a beaucoup entendu à droite à gauche, comme quoi c'était super sympa. Donc début de série, Cicatrice, le tome 1, le seul tome paru à ce jour il me semble, alors c'est Brandon Arias, auteur sud-américain. On va pas rechercher pendant 8 ans le nom. On va se tromper. C'est l'histoire donc de ce jeune garçon. Il a un nom un peu alambiqué, Kiyonosuke, qui a une cicatrice sur le visage et qui malheureusement doit retourner au lycée parce que ses parents, enfin au collège, parce que ses parents n'ont plus les capacités financières de lui payer les cours à domicile comme c'était le cas auparavant. Il appréhende énormément. Dès le premier jour, il se fait racketter par un branquignol franchement insupportable au début du manga. Je dis bien au début du manga. Il se trouve une amie, Akira. On s'en suit, voilà, un petit rapprochement entre les deux. Mais il se trouve qu'Akira est transgenre. C'est une fille transgenre, mais qui n'est visiblement pas sous hormones ni opérée, car ses parents refusent que ce soit une fille. Et à la fin de ce tome, ils partent tous les deux en cavale parce que ses parents, à lui, ne veulent pas qu'il soit en couple avec une fille transgenre. Ça ne se fait pas dans la famille. Et du coup, ils partent. Et c'est le début d'une cavale. Les parents ont l'air sympas dans ce manga. Et il y a un petit retournement de situation avec justement le gars insupportable du début. Ça a l'air génial, mais j'espère que les tomes suivants seront plus longs parce que vraiment, je suis hyper déçue que ça soit si vite. Ça s'est mis en place hyper rapidement. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je pense que tu vas aimer aussi. Et ensuite, j'ai terminé Cardcaptor Sakura. Donc, je me suis fait les 4 derniers tomes. Le tome 9 a l'air plus gros que les autres. Je suis pas certaine qu'il y ait plus de pages, mais en tout cas, les pages sont plus épaisses. Bilan, j'ai adoré. J'ai adoré Cardcaptor Sakura. Pour le coup, la relation un peu bizarre, voilà, moi, je l'ai pas trop vue. En tout cas, j'ai eu l'impression que... Vous savez de quoi je parle pour ceux qui ont lu. Lui, il en a rien à faire. Elle, c'est la prunelle de ses yeux. Lui, il s'en tape royalement. C'était trop bien. À la deuxième partie, donc à partir de la moitié du tome 5, il me semble que c'est ça, ouais. Il y a un revirement de situation, il y a un peu plus d'enjeux. Les 2 derniers tomes sont un peu plus denses. J'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, c'était génial. Toujours aussi beau, hein, franchement. Et pareil, je crois que tu vas adorer quand tu vas... moi je connais déjà l'animé, mais ça me ferait grave plaisir de le relire, de le découvrir en tout cas en manga papier, et de voir Sakura qui récupère, je l'espère, toutes les cartes de Clo. T'avais vu tout l'animé ? Non, je pense pas. Je pense que ça doit s'arrêter à un moment dans le manga. Parce que justement, j'ai eu du mal à trouver l'information. Est-ce que l'animé suit tout le manga ou pas sûre. Je suis pas certaine. En même temps, il y a beaucoup d'épisodes quand même pour l'animé, donc j'ai un doute. Mais c'était génial. Et cette édition-là, elle est hyper quali. Le papier est franchement chouette. Pas si blanc que ça, mais je trouve que ça va avec le style. C'est un vieux shoujo, donc un papier un peu jauni, ça fait l'affaire. Pika, faites des éditions comme ça plus souvent, hein, parce que franchement, c'est top. Moi, j'ai adoré et j'ai hâte que tu le lises. Mais maintenant, il va falloir que je me trouve un autre shoujo à lire, Gals. Ce serait bien. Peut-être. La suite. La suite, le mois prochain. Alors, on va passer à des séries que j'ai lues en intégralité. Il y en a 2, et je vous montre ça. On commence par Toto en 5 tomes, qui était fortement recommandé, pour ne pas dire qu'il en a fait la propagande par Ed le Fou.
par un auteur que j'appréciais, que je connaissais à travers sa précédente série, me semble, Kid I Luck. Alors, dans Toto, on y suit ce petit garçon, Kakashi, dit l'épouvantail, qui n'est jamais sorti de son île natale. Il ne connaît que ce territoire. Et son père, lui, a quitté son île il y a déjà quelques années pour voyager, pour explorer le monde. Et lui, il poursuit un peu ce même rêve. Donc il va trouver tout un tas de stratagèmes pour essayer de s'enfuir. Et il va y parvenir. Je vous laisse découvrir comment, etc. Et il va croiser tout un tas d'autres personnages sur sa route. Et il va, un peu malgré lui, se retrouver mêlé à une quête pour récupérer des artefacts. Donc il y a 12 artefacts. Et c'est clairement plutôt déjanté comme récit. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que le personnage principal, je le trouvais un peu trop niais, on va dire. Mais bon, ça se comprend, c'est un enfant. Et puis voilà, pour lui, tout était nouveau. Même des choses assez futiles. Mais par contre, les personnages secondaires, je trouve qu'ils apportent vraiment quasiment tout dans ce manga. Vraiment cette touche de peps, d'humour. Il y a beaucoup aussi ce truc de pouvoir de l'amitié. Hein. Forcément, vous en doutez, c'est un petit shonen. Après, je pense que j'en avais trop entendu parler. Ça n'a pas été le manga du siècle, selon moi. Donc, on est un peu sur une petite déception, voilà, parce qu'en plus, j'ai eu beaucoup de mal à compléter cette série. Beaucoup d'attentes, au final, pour une histoire sympa, mais que, voilà, je m'en relèverai pas la nuit, quoi. Clairement. J'ai trouvé aussi que la fin était assez simple, assez basique, et je pense qu'en fait c'est parce que le manga a sûrement été écourté, ou en tout cas ça s'arrête un peu en plein milieu de tout. Donc j'aurais préféré que ça se développe un peu plus. Mais en soi c'était très sympa et ça reste une très bonne série jeunesse avec des très bons personnages, des combats très dynamiques. Dans la mesure du raisonnable, hein, ça reste pour la plupart des personnages des enfants. Donc voilà, mais voilà, c'était sympa à lire une fois, mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite, on va passer là un peu plus un petit coup de cœur. En tout cas, selon moi, c'était un peu plus quali, puisque déjà on est sur ces deux grands formats de Underwater, le village immergé. On y suit cette jeune fille qui fait partie du club de natation de son école. Et puis au Japon, ils traversent un peu une crise de canicule, de forte chaleur. Donc il y a des restrictions d'eau. Ils ne peuvent plus remplir la piscine et ils vont commencer à faire un peu d'athlétisme. Voilà. Et pendant une course qu'elle est en train de faire, elle va se sentir mal et faire un malaise. Et entre hallucinations, monde parallèle ou je ne sais quoi, ou vieux souvenirs du passé, elle va se retrouver projetée dans un village. Elle a l'impression de le connaître, mais elle sait qu'elle n'y est jamais venue. Et ce village est, comme son nom l'indique, immergé. Elle va y faire la rencontre d'un petit garçon qui a l'air de vivre là tout seul. Je n'en dis pas plus, parce que je pense qu'il ne faut pas vous gâcher la surprise. C'était vraiment très chouette. J'adore ce genre de récit, un peu quand on ne sait pas si c'est un retour au passé ou voilà, quel lien il va y avoir là-dedans. Pour vous en dire un peu plus, ça va toucher un peu son histoire familiale. J'ai trouvé ça très intéressant, très joli. En grand format, ça permet vraiment de profiter un max des dessins. J'espère qu'on en trouvera pour en mettre, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis, y a vraiment une vibe entre Quartier lointain et le voyage de Chihiro, et ça fonctionne parfaitement. Je vous la recommande vachement si vous aimez ce genre de récit poétique, onirique, mais avec un thème un peu plus intéressant, un peu plus profond derrière. Franchement, c'était une super lecture et c'était très beaux objets livres. Donc ceux-là, je les relirai et je compte bien les garder précieusement. On passe au one-shot. Et comme vous pouvez le constater, on est allé faire un petit tour à notre médiathèque de notre petit village qui s'est avéré plutôt sympa et qui va, à mon avis, nous voir régulièrement. Oui. Pour faire des économies, hein, il faut bien. Et j'ai commencé par emprunter Terukan Boys, que j'avais envie d'avoir déjà depuis quelques temps, en tout cas de découvrir. Pour être honnête, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté au final, parce que je pense que je le relirai pas. On y suit donc 3 personnages qui sont des amis de lycée, de longue date, qui, quand ils étaient
à l'époque, au lycée, tenaient un petit groupe de rock, voilà. Ils faisaient de la musique ensemble. Et puis, ils vont se retrouver, reprendre des nouvelles. Et par un concours de circonstances, ils vont se retrouver à faire un braquage pour récupérer 30 millions de yens. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que c'est très court. J'ai pas envie de vous spoiler. C'était relativement sympa, bien que ça reste une histoire, à mon sens, assez classique, on va dire. J'ai bien aimé les personnages. Il y a un trait dans les dessins très Urasawa-esque, hein, comme on dit. Je sais plus si c'était un assistant qui est derrière ce livre ou pas. J'ai trouvé ça sympa, mais pareil, ça n'a pas été non plus le manga du siècle. C'était un très bon moment à passer. Donc je vous le recommande quand même si vous aimez déjà tout simplement les one-shots. Et puis le petit côté musical, le petit côté où ils vont quand même voler de l'argent, hein, clairement. Mais c'est pas forcément pour rien. En plus, ces trois-là, ils ont des vies, pour certains, plus difficiles que d'autres. Donc le mélange fonctionne très bien. Et à lire une fois, c'est très sympa. On enchaîne avec un one-shot qui avait fait parler à sa sortie, à savoir Cocon, de Machiko Kyo. Alors, celui-là, j'avais quand même quelques attentes, puisque, comme je vous le dis, on avait entendu pas mal de très bons retours. On y suit cette jeune fille qui va, en temps de guerre, partir avec d'autres camarades de classe et qui vont former un peu un petit groupe d'infirmières dans des grottes pour essayer de soigner les blessés, leurs soldats japonais. Je trouve l'histoire vraiment très intéressante, très touchante. Ce genre d'histoire, comme vous le savez par exemple notamment avec Peleliu, moi j'apprécie en savoir un peu plus sur cette triste époque de guerre, mais ce qui m'a vraiment gênée, je pense que c'est le dessin, à savoir que je l'ai lu 2 fois, parce qu'à la première lecture j'avais l'impression que j'avais pas saisi tous les faits qui se passaient. Je trouve que il y a des fois des cases qui sont pas forcément très claires, alors que franchement c'est un dessin qui est hyper simple, mais je sais pas si c'est trop simple ou Justement, peut-être que certaines scènes ont été trop adoucies par le dessin et que forcément ça a pas pris son sens. C'est ça, par exemple pour en dire un peu plus, notre héroïne elle a peur des hommes. Et du coup, tous les hommes vont être remplacés par des ombres blanches. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était pas suffisamment clair pour, en tout cas, que je sois vraiment plongée dans l'histoire et touchée par ses sentiments à elle et à eux aussi, qui étaient en train de combattre. Donc, ça m'a un peu gênée. Je sens et je comprends que c'est un très bon one-shot, que l'histoire est bien ficelée, que franchement ça se lit super vite, peut-être un peu trop vite pour le prix, entre parenthèses, mais voilà, j'étais un peu déçue parce que j'en avais entendu que du bon et moi ça m'a pas autant touchée que je l'espérais, parce que pourtant c'est pas très compliqué, hein. Je suis une petite fleur sensible, mais là en l'occurrence ça a beaucoup moins marché et je pense, vous allez le voir, qu'il y avait trop de concurrence dans les one-shots que j'ai lus ce mois-ci. Et là, en l'occurrence, il ira pas plus haut dans mon classement, ce petit cocon. Puisqu'ensuite, j'ai également lu un nouveau manga de Murakami, Le chien qui voulait voir le sud. Donc il arrive sur le podium, notre petit chien qui semble toujours vouloir aller en direction du sud. Donc sur sa route, il va faire tout un tas de rencontres, de personnes qui vont être plus ou moins marqués par la vie à certains niveaux, qui vont faire des choses plus ou moins respectables, on va dire. Donc je pense que ça c'est, contrairement au chien gardien d'étoiles, les personnages dans celui-ci, ils m'ont un peu moins touchée, parce que voilà, on est vraiment à la limite entre le bien et le mal, voilà. Mais c'était très intéressant à lire. Et quand à la fin, on sait enfin pourquoi notre petite bête voulait à ce point toujours continuer vers le sud, et je peux vous dire qu'il en a fait du chemin. Et c'est très touchant, et puis de toute façon on est quand même sur la même lignée. C'est des histoires très touchantes entre un maître et son chien, ou des maîtres et le chien qui vont croiser l'espace d'un instant, et qui à lui seul, juste avec sa présence, va quand même beaucoup aider ces personnes en difficulté. Donc franchement, je pense que je vais quand même acheter tous
les mangas de cet auteur parce que à chaque fois ça me touche, ça fait mouche. Donc pourquoi s'en priver? Eh ben non. De toute façon, l'oiseau bleu est en commande. Oui, c'est vrai. L'oiseau bleu va arriver. Ça se trouve, je vais aller le chercher, Mimoun, il va te dire « Je l'ai lu. » J'avoue, c'est très drôle. Ensuite, on passe au tome 2. Quelle excellente surprise! Clown Doctor, donc chez Nazca Éditions. C'était une recommandation d'Adrien et Céline de la chaîne Sélection Manga. Ça payait pas de mine de base. Sans leur conseil, je pense que je ne l'aurais jamais acheté. Mais alors, je pense que j'aurais beaucoup regretté, quoi. C'était vraiment génial. On y suit cette jeune fille qui malheureusement va perdre sa petite sœur d'une maladie. Et dans ses derniers instants, elle n'a pas forcément eu le courage d'aller lui faire ses adieux à l'hôpital. Et depuis, elle erre un peu dans les couloirs de l'hôpital, remplie de regrets. Jusqu'au jour où elle va faire une rencontre qui va un peu changer sa vie et lui faire découvrir les dessous de la formation à ce métier pas si connu qu'est un clown docteur. Donc ils se rendent dans les hôpitaux pour essayer de redonner le sourire aux enfants malades à leur façon. Chacun a droit à un petit spectacle rien que pour lui. Et franchement, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça très touchant. Les dessins, franchement, c'est super joli. Le format est un peu plus grand en plus, donc on en profite vachement. Les personnages sont attendrissants, que ce soit les clowns docteurs, les patients, le corps médical. Franchement, je trouve que c'est une bonne mise en lumière de ce métier-là, de son importance également auprès des enfants, mais aussi de leurs parents et de leur entourage. Et franchement, foncez, parce que ça, c'est excellent. Je l'ai lu très tôt dans le mois et je savais déjà qu'il était indétrônable. Voilà. Il s'agit de Adieu mon utérus de Yuki Okada. Sur un thème, vous vous en doutez, pas la folie là. Pareil, on va y suivre donc une jeune femme qui a une petite fille et avec son mari qui va découvrir qu'en fait elle est atteinte du cancer du col de l'utérus. Et croyez-le ou non, c'est super drôle. Entre toutes ses doutes, ses peurs et un peu au début son déni de cette maladie, elle va avoir vraiment de l'autodérision. Elle va essayer de prendre la vie du bon côté, jusqu'au jour où malheureusement on va lui dire qu'il va falloir faire une opération, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que en tant que femme, elle va se poser beaucoup de questions. Elle a un choix à faire qui est assez important. Et je le répète, c'est un mélange de ses sentiments, on y voit aussi la réaction de ses proches, qu'on oublie parfois parce que c'est pas eux qui sont touchés directement, mais ça les impacte quand même. Et j'ai trouvé ça tout simplement génial, excellent. Si j'avais un seul one-shot à vous recommander, honnêtement, dans tout ce qu'on a, je pense que c'est celui-ci, parce que sujet aussi important qui peut toucher et qui touche beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de femmes, et puis ce sont des choses qui arrivent et il faut apprendre à l'apprivoiser, à vivre avec. Ça me fait rire parce que grâce à une ancienne collègue ou une amie, elle va donner un petit nom à sa maladie et franchement c'est hyper chouette. C'est plein de bonnes valeurs, une très belle morale. On y voit quand même les difficultés qu'elle va rencontrer. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, mais c'est honnête et elle y trouve quand même de quoi se marrer, donc c'était génial. Moi en tout cas j'ai beaucoup rigolé, ça m'a beaucoup touchée et j'espère qu'il y a d'autres mangas de cette autrice, puisque je précise c'est une autobiographie, donc d'autant plus intéressant. Parce que s'il y a autre chose qui va paraître en France, qui est paru d'elle, je vais sauter dessus dans les prochains mois. Tout simplement, le meilleur one-shot du mois. Adieu mon utérus. On passe au BD ? Allez, c'est parti. Bon, comme elle vous a dit tout à l'heure, on est allé à la médiathèque de notre village et j'y ai trouvé 2 livres. Le premier dont je vais vous parler, je suis sincèrement très heureuse de ne pas avoir mis mon argent là-dedans. Je vais essayer d'être cordiale parce que c'est quand même un être humain qui a écrit ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les petites victoires. Je souffle très fort. Je vous explique. C'est un livre qui,
retrace l'histoire de Yvon Roy, donc qui est l'auteur et le personnage principal, le papa, qui est dans cette histoire, et qui va nous raconter les petites victoires qu'il a au quotidien avec son fils, son petit garçon qui est autiste. Ça ne sont absolument pas des victoires, c'est du validisme. Il n'écoute pas les personnels de santé qui lui expliquent les choses. Il est égoïste à un point, mais une fois que j'ai terminé de le lire, j'étais énervée, j'étais sur les nerfs. Vraiment, c'est un livre qui m'a énervée et je ne vous le conseille absolument pas, je ne le conseille à personne. J'en avais lu des chouettes avis, mais sûrement des avis de gens qui ne se sont jamais renseignés sur ce que c'était l'autisme et ce qui se passe dans la tête d'une personne autiste. C'est vraiment, franchement, pour certains trucs, ça peut pousser la limite de la maltraitance. Vraiment, c'est du validisme. Je peux pas vous dire autrement que ne lisez pas ce livre, et il y a tellement d'autres livres très intéressants sur l'autisme. Je pense à Dans la tête de Tim, qui est génial pourtant, qui parle aussi d'un père avec son enfant autiste. Je pense à Couleur d'asperge, La différence invisible, qui sont géniaux, qui sont écrits en plus avec des personnels de santé qui expliquent aussi des choses qui sont documentées. Là, dans la première page, l'auteur et le père nous dit « Ce n'est pas un livre sur l'autisme, je laisse ça au personnel de santé. » Alors, n'écris pas. C'est pas des victoires, c'est juste une bombe à retardement qu'il est en train de mettre dans la tête de son fils, qui malheureusement un jour va péter un plomb parce qu'il se retient trop et ne peut pas gérer ses émotions comme il le souhaite, comme il doit le faire, comme son cerveau veut qu'il le fasse. C'est pas une question mentale, c'est une question que s'il est autiste, c'est que son cerveau il fonctionne d'une certaine manière et qu'on peut pas le faire fonctionner sur une longue durée comme le cerveau d'une personne neurotypique. Horrible. On passe. Thierry, bonjour. T'as lu quoi toi ce mois-ci? Qu'est-ce que t'as lu, Thierry, ce mois-ci? T'as lu ton paquet de croquettes? Oui. Bon. Ça va être compliqué là pour présenter les livres. On va pas s'en sortir là, madame. On va continuer avec les déceptions, puisque ça arrive, malheureusement. Avec Bertie et Le Monde sans espoir, que j'avais acheté à Nose, parce que c'était pas cher, que la couverture était sympa. Alors les dessins sont très originaux. Ça, y a pas de souci, j'ai bien aimé. Mais dès les premières pages, j'ai compris que ça allait être bizarre. On est dans un monde où, en gros, les humains ont disparu. Il ne reste qu'une petite fille. Et je crois que ce sont des ours géants qui se battent contre des corbeaux. Voilà. Ça commence comme ça. Je me suis dit, oulala, dans quoi est-ce que j'ai encore mis les pieds, moi? Et en gros, un petit ourson va rencontrer cette petite fille. Il va commencer à beaucoup l'apprécier. Elle, un peu réticente au début. Mais voilà, ils vont commencer à évoluer dans leur relation. Jusqu'au jour où elle va lui dire que, elle tient beaucoup à lui. Et il va se transformer en ours robot géant qui détruit tout. Même quand j'explique, en fait, on comprend rien. Voilà, je m'arrête là pour l'histoire. Puisqu'après, elle va essayer de le sauver, mais il y a une manigance derrière tout ça. Voilà, blablabla. Je sais pas si... Enfin, c'est même pas trop jeunesse, c'est juste que j'ai pas tout compris. J'ai pas compris le sens caché derrière tout ça. Je me sens bien que, voilà, ça tourne autour de la relation entre la petite fille et de l'ourson, mais... Voilà, c'était sans plus. J'ai pas réussi à rentrer dans cet univers trop particulier à mon sens. Les dessins sont quand même particuliers, même si originaux. Ça, y a pas de souci. Mais je suis bien contente de l'avoir payé que 6 € et pas les 23 qu'il coûtait à l'origine. Voilà. Donc ça, à mon avis, quand on fera une vidéo sûrement où on va vendre des séries, ça en fera partie, où on le donnera, ou voilà. On passe à la suite. Pour le coup, moi, c'était ma seule déception, le livre précédent. J'ai lu Les carnets de Marine Dove, dont je vous ai parlé récemment, au dernier achat, je crois. Marine Dove, donc, était une TikTokeuse que je suivais
il y a un petit bout de temps maintenant, enfin depuis un petit bout de temps. Et alors je disais, je suivais sur TikTok parce que maintenant elle fait quasiment plus de TikTok, elle est plutôt sur Instagram. Elle a complètement changé de DA par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Elle est vraiment plus dans une spiritualité qui lui convient très bien et grand bien lui fasse. Elle fait toujours des tableaux très jolis et dans les carnets de Marine Dove, on a vraiment des dessins d'observation qui sont hyper sympas et hyper loufoques, très vintage, avec des petites phrases qui les illustrent. C'est une lecture qui prend franchement 5 minutes, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment très livre d'art. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir dans la collection et c'était quand même très sympa visuellement. Voilà. Ensuite, une BD magnifique. En tout cas, la couverture, je trouve qu'elle est vraiment chouette. L'île du crâne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une BD adaptée des romans originaux qui sont sortis il y a très longtemps. Et si ces 3 personnages et ce petit château / école dans le fond ne vous parlent pas, on est quand même sur ce qui a inspiré notre sorcier qu'on connaît tous, Harry Potter. Donc voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire en BD. Et je pense que j'avais trop d'attentes personnelles puisque en BD ça va très vite. Je pense que dans les romans ça aurait été plus intéressant. En BD, on y suit donc ce jeune garçon qui est un peu un cancre, qui enchaîne un peu les bêtises, qui se fait virer de plusieurs écoles jusqu'au jour où un directeur va appeler son beau-père et lui dire que il a une place pour lui et qu'il va bien s'en occuper. Donc voilà, il est envoyé dans cette nouvelle école assez particulière qui ne semble pas contenir des profs ordinaires. Et il va faire la rencontre dans un train pour les mener à cette école de 2 autres personnages. Et puis voilà, il va rencontrer le directeur qui est très particulier. Il sent bien qu'il se passe des choses la nuit, que les amis qu'il s'était fait, ils changent très rapidement. Et voilà, selon moi, il se passe pas grand-chose en fait dans ce tome. C'est juste la découverte de l'école. Il va ensuite essayer de s'enfuir, mais finalement non. Mais en fait, voilà, il sait pas trop. Et on voit pas de cours. Il se passe pas grand-chose à mon sens. Je dis pas que je me suis ennuyée parce que les dessins sont très jolis et puis voilà, comme l'univers magique, moi ça marche toujours sur moi. C'était quand même sympa à lire. Mais ouais, j'aurais bien voulu que ils sortent, je sais pas, 3 tomes d'un coup presque, ou en tout cas que ce soit des BD un peu plus épaisses, qu'on ait un peu plus d'éléments pour s'accrocher à tous nos personnages et à cet univers. Donc voilà, je lirai quand même les prochains s'ils sortent, puisque je trouve ça très intéressant de savoir que Harry Potter, ça a quand même été inspiré par cet univers-là. Ça se ressent grandement, hein, c'est clair, mais bon, on va pas revenir sur la polémique, c'est pas grave. Et on verra si par la suite ça s'améliore et ça devient un peu plus dynamique et intéressant. Ensuite, ma deuxième BD que j'ai empruntée à la médiathèque, c'est un one-shot, S'il suffisait qu'on s'aime. Pour le coup, ça c'est un énorme coup de cœur et je pense que si je le trouve en occasion à un prix raisonnable, je le prendrai parce que c'est une lecture très 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 intéressante. On va y suivre ce couple de 2 femmes, Daphné et Julie, qui sont en réflexion et ensuite en parcours pour avoir un enfant ensemble. Et c'est un vrai parcours du combattant parce qu'on va les suivre depuis juin 2013, au moment où le mariage pour tous a été autorisé et où justement toute cette question de qui dit mariage dit enfant, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que machin, est-ce que truc, tout le monde se tire dans les pattes, les manifs pour tous et tout ça. C'est un parcours du combattant. Le livre est hyper documenté. Tout au long du livre, vous allez avoir des extraits de journaux, vous allez avoir des extraits d'interviews de politiques aussi qui retracent le quotidien de ces couples qui ont vécu cet enfer, qui sont allés en Espagne, qui sont allés en Belgique, qui sont allés vraiment à Tataouine-les-Bains pour
tant bien que mal essayé d'avoir un enfant. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Les médecins en France qui ne font pas les ordonnances parce que ceci, parce que cela. Un enfer juridique aussi parce que une fois que l'une est enceinte, l'autre, même si elle est mariée, n'est pas reconnue comme parent. Il faut qu'elle adopte son propre enfant, même si ce sont ses ovaires qui sont à l'intérieur de sa femme. Compliqué. Vraiment hyper touchant et très documenté. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aimerais l'acheter si je le trouve en occasion à un bon prix, parce qu'il y a tellement de choses à lire, à retenir. Je pense que je n'ai pas pu tout intégrer. Et ce qui est très bien, c'est qu'à la fin, vous avez absolument toutes les notes. Donc chaque morceau d'interview, chaque titre de journaux est annoté. Et vous pouvez, à la fin, déjà vous avez des podcasts qui parlent sur de la PMA, la politique discriminatoire. C'est hyper documenté, c'est un essai le truc. Et là, vous avez à chaque fois note 36. Et ben vous allez regarder à la page de la note 36 et vous avez pour aller voir le discours, vous pouvez aller sur tel site, vous l'avez, dans quel contexte ça a été dit. Je pense que c'est un des livres les plus intenses que j'ai eu à lire sur le sujet. Ça vaut vraiment le coup, même pour juste se renseigner. C'est génial, franchement, et ça m'a pris plusieurs jours pour le lire. C'est validé. C'est validé, mais survalidé. Ensuite, j'ai continué la petite série Le jour où, avec ce tome 3 où elle n'a pas fait Compostelle, et ce tome 4, le jour où il a suivi sa valise. Et c'était dans la même lignée que les deux précédents. On est toujours sur des personnages qui ont pas mal de questions, qui ont des doutes et qui ont besoin d'un peu d'aide pour y voir un peu plus clair, au travers de contes zen. Donc ce tome 3 m'a un peu moins plu. On y retrouve notre héroïne des deux précédents tomes, Clémentine. Ça a mis du temps à venir. Qui a trouvé sa voie professionnelle cette fois, on va dire. Mais il lui reste un dernier renseignement à recevoir. J'ai moins compris tout ce qu'il fallait, à mon avis, contrairement aux 4 que j'ai vraiment adoré, qui est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai lus. On est sur ce jeune homme qui s'est toujours fait un scénario en tête. Ses parents, sa femme lui ont toujours dit voilà, t'as pas le sens d'orientation, tu te perds tout le temps, etc., etc. Du coup, quand il sort, il retient rien et il finit par se paumer. Ça commence comme ça jusqu'au jour où il va accompagner sa femme à un espèce avec son groupe de méditation à Bali. Et malheureusement, il va manquer des valises à l'arrivée. Et lui va prendre ça un peu à la rigolade, c'est pas très grave. Et il va dire à ce groupe qu'il va attendre le lendemain que les valises arrivent et qu'il les rejoindra. Voilà. Et puis va commencer une petite aventure pour lui où il va rencontrer plusieurs personnes qui vont littéralement changer sa vie, avec des visions de la vie très différentes de la sienne et qui vont en tout cas lui ouvrir les yeux. C'était vraiment super top. Les dessins sont toujours aussi efficaces. C'est plein de sagesse, plein de poésie, plein de bonnes valeurs. Ça fait relativiser et réfléchir. Donc, c'est une super série. Je vous la conseille. Et il ne me reste que le 5e tome. Donc, il va falloir que j'aille acheter le 6 et le 7 bientôt. Ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, La Moitrieuse de Charlélie Thuillier aux éditions Lapin. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo achat, si vous ne l'avez pas vue, c'est du strip BD sur une petite mouette qui est en giga dep, qui manque de tact, qui prend tout au premier degré et qui a une bande d'amis tous plus loufoques les uns que les autres. C'est génial. Je suis sûrement pas très objective parce que je connaissais Charlélie à la fac, parce que j'adore son compte Instagram et moi j'adore l'humour qu'il y a dans ce livre. J'ai très hâte que le 2e volet sorte, même si je pense que c'est pas avant au moins 2 ans, parce que celui-ci vient tout juste de sortir. Il est sorti au mois d'octobre l'année dernière, je crois. Mais c'est super. Allez faire un petit tour sur l'Instagram de Charlélie si vous voulez découvrir un peu l'univers de la mouette rieuse. Mais ça c'est du pur plaisir. C'est vraiment une page au hasard. C'est drôle. On referme et on y retourne demain. C'est génial. Moi, c'est
Vraiment, c'est mon genre d'humour, ça. J'adore. On passe à ma découverte des BD Enola Holmes avec ce premier tome, La double disparition. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, Enola, c'est la petite sœur de notre détective Sherlock. Ça doit vous parler, Sherlock Holmes, quand même. Et puis, l'histoire commence. Sa mère n'est pas rentrée. En tout cas, elle a disparu. Personne ne sait où est-ce qu'elle est passée. Et puis, Enola va se rendre compte que elle lui a laissé des petits indices à droite à gauche. Et elle va essayer d'avancer dans cette enquête, à terme de retrouver sa mère. Mais en tout cas, dans ce premier tome, c'est pas le cas, puisque va aussi se mêler à cette disparition, la disparition d'un jeune enfant de la haute, on va dire. Et donc, elle va d'abord essayer de retrouver l'enfant en priorité. Mais comme aussi elle a quitté son foyer, il ne faut pas que son frère Sherlock la retrouve. Donc voilà, elle prend un autre nom, une autre apparence, etc. Et ça annonce en tout cas une très bonne série de BD à enquête. Il y a des petites touches d'humour. L'univers est très sympa à l'anglaise. Pour chipoter un petit peu, le seul truc qui me dérange dans cet univers-là, c'est les dialogues et en tout cas la façon de parler à l'ancienne, à l'anglaise, avec vous ma chère, voilà, prout comme ça, c'est pas trop mon truc de base, mais en tout cas là ça fonctionne super bien. Et mention spéciale donc déjà aux dessins qui sont, je le répète, somptueux. À la fin vous avez 2-3 pages qui montrent le carnet secret d'Enola, donc là où elle note tous les indices qu'elle a pu trouver, etc. Et franchement on se prête d'autant plus au jeu. C'est vraiment très sympa et j'ai que le deuxième tome. Pareil, je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8 déjà de sortie. Ouais. Et va falloir que je me mette vite à jour. Alors, je l'ai enfin lu. Le cœur en braille aux éditions d'Argo. Illustré par Anne-Lise Nahalin. Et alors, je ne sais plus qui est l'auteur du livre original, si c'est Joris Chamblin et que le scénariste, c'est Pascal Rutter. En tout cas, c'est tiré d'un roman éponyme. C'était trop bien. Mais par contre, je veux la suite maintenant, alors que la suite est seulement en préparation. Anne-Lise Nahalin vient juste, au moment où j'ai fini le livre, elle a posté qu'elle est en train de travailler sur le tome 2. Le tome 2 qui n'arrivera pas avant au moins l'année prochaine. Hein. Ça, on en a bien conscience, parce qu'elle n'est qu'à la 3e page. Mais c'était trop bien. Donc, l'histoire de Marie-Josée, qui est la camarade de classe de Victor. Victor qui est un peu le cancre de service qui ne sait pas trop où il est, pourquoi il est là. C'est un peu pour lui c'est un bon à rien parce que tout le monde dit que c'est un bon à rien. Mais cette jeune fille, Marie-Josée, va le prendre un peu sous son aile pour l'aider. En échange, quelque temps plus tard, il devra garder un secret, le secret de Marie-Josée. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est beau dans tous les sens du terme. Les deux sont adorables. Moi, je veux la suite. Je veux la suite maintenant. Moi aussi, hein. Et je pense qu'une fois que la suite sera parue, je vais vouloir lire les romans parce que c'est des romans jeunesse en plus, donc ça va vite, mais c'est trop beau, c'est génial, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. En plus, c'est grand. Les grands formats comme ça, on adore. C'est plein de belles valeurs. C'est plein de bonté. C'est trop. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vraiment. Alors, aucune hésitation, vous le voyez, vous le prenez. Une petite BD de Jiro Taniguchi. Je l'ai classé en BD, même si c'est un auteur principalement de manga, puisque comme c'est expliqué dans les premières pages, il y a une petite interview de l'auteur. Et lui, il était fasciné par le format BD qui malheureusement ne fonctionnait pas très bien au Japon. Et il avait toujours espéré avoir l'occasion d'en faire une. C'est chose faite, donc je crois qu'elle a quand même quelques années, ça doit dater de 2007, je dirais. Ouais, je crois. C'est tout en couleur, c'est très joli, on y suit ce jeune garçon qui a pour habitude d'aller jouer dans les ruines d'un vieux château, perché sur la montagne avec ses amis. Et un jour, malheureusement, sa mère doit quitter le foyer familial parce que elle est atteinte d'une maladie et elle doit aller se faire soigner à l'hôpital. C'est donc ses grands-parents qui viennent les élever et s'occuper d'eux avec sa petite sœur.
Et lui, bah, il commence à un peu vivre ça mal. Il s'inquiète beaucoup pour sa mère. Et un jour, il a besoin d'aller prendre l'air. Et il va se retrouver dans le musée un peu bizarre de son village où il n'y a pas grand monde qui y traîne. Et il va faire la rencontre d'une salamandre. Oui, oui. Qui lui parle. Oui, oui. Et c'est bah voilà un peu de fantastique et tout. Et cette salamandre va lui dire que il doit absolument l'aider à retourner à la source magique qui se situe dans la forêt, là où il y aurait, en tout cas, selon toutes les légendes qu'on lui avait toujours dit à ce jeune garçon, il y aurait une sorcière. Voilà. Et bah, j'ai trouvé ça très chouette. Je pense que je suis pas très objective parce que j'adore cet auteur et c'était un régal pour les yeux de voir ses dessins en couleur. J'ai trouvé ça magnifique. C'était pas non plus le scénario du siècle, bien que bah, l'histoire familiale, moi, m'a beaucoup touchée. Et il y a toujours ce petit côté magique, onirique dans les récits de Taniguchi que j'aime bien. Donc le mélange fonctionne parfaitement. J'ai passé un très bon moment. Et bah, si vous aimez l'auteur, pour la collection ou si vous voulez le découvrir, je pense que c'est un très bon livre pour commencer. Ensuite, j'ai enfin lu un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais j'attendais d'avoir précisément cette édition-là pour le lire. Alice Guy, Cattel et Bocquet. C'était génial. Alice Guy, c'est la première femme réalisatrice de cinéma. Elle a collaboré avec les grands noms du cinéma français et américain de l'époque. Génial, incroyable. J'ai appris énormément de choses sur cette femme et aussi sur le cinéma de manière générale. J'ai trouvé que le livre était excessivement bien fait. Je ne sais pas si c'est le cas également de l'édition classique, mais donc tout au long du récit, vous allez retrouver des personnages importants. Vous avez les frères Lumière, vous avez Charlie Chaplin aussi qui fait une petite apparition également. Vous avez Gustave Eiffel aussi qui nous fait une petite voilà, vous avez, en fait, elle a vraiment croisé beaucoup de monde. Léon Gaumont également, elle a travaillé avec Léon Gaumont. C'est très dense comme livre. C'est une femme qui a vécu beaucoup de choses, qui a créé beaucoup de choses, qui est précurseur hein, quand même dans le milieu du cinéma. On n'en serait pas là sans elle, même si ça n'est pas elle qui a tout lancé. Et à la fin, donc, vous avez tout un petit récit biographique sur Alice. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et à la fin, donc, vous avez des biographies de chaque personnage qu'elle va avoir rencontré dans sa vie. Pas grand-chose à dire de plus. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez même la photo ou l'art de manière générale, c'est un super livre, c'est un super ouvrage. Et bah, j'ai redécouvert aussi des choses que j'avais oubliées depuis le temps, depuis le cinéma, le CAV que je faisais quand j'étais au lycée. Je vous en reparlerai dans la vidéo que je prépare pour les lectures sur la photo. Alice Guy fera une petite apparition parce que, quand même. On passe aux séries de BD que j'ai préféré lire ce mois-ci. La Brigade des Cauchemars. Donc, il me manque le tome 5 que j'ai lu. Ah, le post-it pour y penser, il est là. Que j'ai lu chez Nicolas, hein, que je lui empruntais ou que je lisais dès que j'y allais. Hein, puisque je n'ai pas la série physique à la maison. Et là, je vais pouvoir les lire à la médiathèque, les emprunter. C'est génial, c'est trop pratique. Mais il me semble que je suis à jour avec ce tome 7. Le tome 8, on l'espère en fin d'année, l'année prochaine. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit donc des scientifiques qui ont mis au point une machine pour que 3 enfants, une petite équipe, soit envoyés dans les cauchemars des patients pour les aider à se libérer de ces cauchemars. C'est très sympa, ça a un univers graphique hyper particulier, mais très intéressant. On n'est pas sur de l'horreur angoisse, hein, on n'est pas là-dedans, parce qu'on est quand même dans de la jeunesse. Mais il y a un trait vraiment très particulier que je trouve hyper intéressant. Ça nous met bien dans l'ambiance. Et j'adore ce nouvel arc qui s'est ouvert, cette nouvelle direction à partir du tome 5. Et ça promet que du bon pour la suite. J'adore les 3 personnages principaux. Ils ont chacun leur petit caractère.
Et puis même l'histoire de base, je trouve ça hyper intéressant, très un peu Inception dans le délire. Et franchement, ça fonctionne de fou. Les patients, il y en a pour certains, on a quand même plutôt de la peine pour eux. Il y a une histoire familiale aussi qui touche particulièrement les scientifiques, qui est très intéressante. Et toutes ces intrigues entremêlées, ça donne une super BD jeunesse que je vous recommande à 100%. Ça change. Ma meilleure lecture BD, Alicia Prima Ballerina Assoluta. Alors je pense que je suis pas très objective non plus parce que j'adore la danse classique. Mais là, dans ce récit, dans cette édition Rue de Sèvres qui est très très belle, en cartonné et dédicacée en plus, ça ajoute quelque chose. On va y suivre le portrait de Alicia Alonso, qui est une danseuse étoilée cubaine. Voilà. Voilà. Vous avez un récit qui part à la fois dans le présent et dans le passé, où vous allez y découvrir donc cette danseuse assez intrigante, les personnages politiques qu'elle a côtoyés au cours de sa vie. C'est un récit vraiment historique qui est inspiré quand même, parce qu'il y a pas mal de... Tout est un peu romancé, mais cette danseuse elle a rencontré notamment, pour ne citer que lui, Fidel Castro. Ah, quand même, hein. Voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer un peu ce livre. De là à vous dire que ça parle uniquement de danse classique, non. Ça parle avant tout de féminisme et d'espoir et de si je veux le faire, je vais y arriver, et si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas tout mis en œuvre pour y arriver. C'était génialissime. Tous les personnages sont super chouettes et ça change en général. On a l'image de la danse classique, soit la Russie, soit Paris. Là, le fait que ça se passe à Cuba, c'est totalement autre chose. C'était super, c'était vraiment génial. Et même si vous n'aimez pas ou vous ne connaissez pas la danse classique, je pense que rien que pour le côté un petit peu historique de la chose, et à quel point cette femme a pu faire aussi pour son pays sans trop le savoir, et pour l'exportation de son pays aussi à l'international, parce que c'est une danseuse qui a pu aller après dans les plus grands ballets du monde entier. Je pense que ça vaut le détour, franchement. Allez, après c'est fini. Oh, vivement. Enfin, après c'est fini. La nuit où les étoiles se sont éteintes, le jour où le soleil ne s'est plus levé. Les romans du mois. Les romans du mois, il y en a eu 2. J'ai un roman d'avance. Attention. Je vais pas vous faire le résumé en détail de tout ce que j'en ai pensé et tout ça, parce que je vous ai fait une vidéo dédiée qu'on vous met dans le petit i, justement, si vous voulez aller la voir. Allez la voir. On va y suivre, en tout cas, j'allais vous dire en tout cas dans le premier tome, mais c'est la même histoire pour les 2 tomes. On va y suivre Finn, qui est un adolescent qui a une vie très compliquée, qui se retrouve à devoir déménager, aller chez son oncle, qui va se faire une bande de potes et qui va rencontrer Nate, un garçon pareil assez énigmatique. Une relation va se tisser entre les deux. Je vous invite à les lire si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas trop sensible à certains sujets. Pareil, je vous laisse aller regarder la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Mais pour moi, ça a été vraiment des lectures coup de cœur. Je les relirai avec plaisir. Mais ça m'a quand même vachement réconcilié avec la littérature jeunesse. Donc, bravo Nin Gorman et Marie Alino, parce que c'était vraiment super. Bon, désolé, mais on a beaucoup lu aussi ce mois-ci. Donc, on espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à nous dire vos meilleures et vos pires lectures du mois. Ça pourrait être marrant. On espère que vous êtes restés jusque-là. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes nos vidéos et pour ne rien rater de la suite. On te dit à la prochaine. Salut!